France Culture, la nuit spéciale Marcel Aimé. Rebonsoir à toutes et à tous et rebonsoir à vous, Michel Lécureur. Bonsoir Mathilde Wagman. Nous sommes avec vous cette nuit pour évoquer le parcours et l'œuvre de Marcel Aimé à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Marcel Aimé auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages et dont vous avez aussi édité les œuvres romanesques complètes dans la Pléiade. Depuis le début de la nuit, on a entendu un hommage qui lui était rendu le 16 octobre 1957, au lendemain de sa mort, par ses amis Montmartrois. On a écouté le Passe-Muraille et la carte de nouvelles lues par Philippe Dumas dans une lecture du soir de 1957. On a entendu Françoise Seigné lire les deux premiers chapitres du roman La Belle Image, c'était en 1972. Et enfin, on a pu découvrir l'adaptation que François Billedou et le club d'essai de la radiodiffusion française avaient proposé en 1946 de la nouvelle intitulée L'affaire Touffard. On a évoqué donc tout à l'heure plusieurs de ces nouvelles, plusieurs romans de Marcel Aimé, mais on n'a encore pas du tout parlé d'un domaine auquel il s'est pourtant beaucoup consacré, et ce domaine c'est le théâtre. Comment est-ce que Marcel Aimé en vient à s'y intéresser et surtout à écrire des pièces de théâtre ? C'est une passion qui le tient depuis le tout début de sa carrière. Il pense dès les années 30 au théâtre. Et il a longtemps dit que la première version de Lucienne et le Boucher, la pièce qui triomphe en 1947, est sa première pièce, ce qui est faux. Une récente vente chez Drouot a laissé passer un manuscrit qui est antérieur à Lucienne et le Boucher. À Lucienne et le Boucher, et c'est notre fille Pierrette, où deux hommes, deux amis qui ont connu bibliquement, dirais-je, la même femme à la même époque, s'interrogent pour savoir de qui est l'enfant qu'elle a eu ultérieurement. Alors vous voyez, le sujet, c'est un sujet un peu scabreux, mais qui prête à certainement beaucoup de réflexion, beaucoup de développement. Mais cette pièce n'a jamais pu être montée. C'est pour ça qu'on la redécouvre seulement aujourd'hui. Et puis, je n'ai pas pu, à cause d'une héritière, je n'ai pas pu prendre photo des manuscrits de cette pièce. C'est la première fois que je la voyais. D'accord. C'était en 2012, je pense. Mais de toute façon, même pour sa première pièce, enfin celle qu'on dit être sa première pièce et qui donc ne l'est pas, Lucienne et le Boucher, il y a un grand décalage entre le moment où Marcel Aimé l'écrit et le moment où elle est montée pour la première fois après-guerre. Parce que, entre-temps, il a cherché à la placer essentiellement auprès de Jouvet, enfin, d'après la correspondance que j'ai retrouvée. Il y a à la BNF, à l'heure actuelle, à la Bibliothèque nationale de France, toute une correspondance entre Jouvet et Marcel Aimé. Alors, quand j'ai toute une correspondance, il y a quelques lettres d'échanger, et à chaque fois, Jouvet trouve un prétexte pour se défiler et ne pas monter la pièce de Aimé. Au début, c'est vraiment pas bon, après, c'est mieux, mais enfin, c'est pas tout à fait ça, etc., etc. Et puis, finalement, ça n'est pas Jouvet qui a monté Lucienne et le Boucher, c'est Doukine qui a fait confiance à Marcel Aimé et qui, après-guerre, a monté la pièce. Qui est un succès au moment de sa création. Un énorme succès. Un énorme succès. Oui. Et alors, je termine quand même sur la correspondance entre Jouvet et Aimé pour la petite histoire. C'est que devant le succès connu, rencontré par Marcel Aimé après-guerre au théâtre, Jouvet lui a demandé une pièce dans les années 50. Et alors, il y a une réponse tout à fait aimable de Marcel Aimé qui lui dit: mon cher ami, je vous prie de m'excuser, mais je suis tellement demandé en ce moment que je n'ai aucun texte à vous proposer. Vous voulez dire que, gentiment mais sûrement, Marcel Aimé se venge d'avoir été Je crois qu'il n'a pas pu résister au plaisir. Et on le comprend. Quel était l'argument de Lucienne et le Boucher ? C'est une pièce qui est aujourd'hui un peu oubliée, il faut le dire. Oui, mais qui pourrait être très bien reprise, parce que c'est la passion amoureuse d'une femme, la femme d'un horloger, qui est mal mariée parce que elle, c'est une femme extrêmement sanguine, extrêmement pétulante. On dirait dans un autre roman, dans La Vouivre, la mangeuse d'hommes. Et elle est mariée à un horloger qui est un peu souffroteux, qui fait des travaux extrêmement petits, minuscules, et qui mène une petite vie. Et alors, cette femme est amoureuse du boucher, qui manie la chair tous les jours, et vous imaginez, et qui a des muscles, et qui pète de santé. Et ça donne lieu à des scènes très drôles, où il y a toute une ambiguïté sur la
La charcuterie, la chair, voilà. Et une sensualité qu'on retrouve dans bien des œuvres de Marcel Aimé. Hein, Parce que Marcel Aimé était quelqu'un de sensuel. Il a connu beaucoup d'aventures. Et il avait du succès auprès des femmes. Il avait du succès auprès des femmes. Et la jument verte, la grande surprise de Céline, par exemple, qui trouvait mais comment Marcel peut-il avoir du succès? Il a l'air d'une momie, etc. Et puis les femmes l'adorent. Bah oui, mais c'était comme ça. Et La Jument Verte, le roman qui a été son premier grand succès, a fait à l'époque scandale, parce qu'il décrit les mœurs de paysans et leur vie sexuelle dans des termes assez nets. Oui, cru, direct. Oui, et ça. Ah oui, La Jument Verte a failli être interdite d'ailleurs. Et il y a eu toute une monnaie de personnes qui se retrouveraient de nos jours dans certaines grandes manifestations contre ceci ou contre cela, qui ont cherché à faire interdire la jument verte, tout simplement. Pour en revenir au théâtre, pour ouvrir la deuxième partie de cette nuit, on entendra une autre pièce de théâtre. Elle s'appelle Clérambart. C'était la deuxième pièce qui a été portée à la scène. La création date de mars 1950. C'était à la Comédie des Champs-Élysées. On en entendra une version intégrale proposée pour la radio en 1961 avec Jacques Duménil qui reprenait pour l'occasion le rôle central de Clérambart qu'il tenait déjà au moment de la création de la pièce. C'est une pièce dont l'argument est assez étrange. Elle raconte l'histoire d'un comte désargenté qui, pour survivre, fait tricoter des pulls à toute sa famille avant d'avoir une espèce de révélation lorsque Saint François d'Assise lui apparaît. Où est-ce que Marcel Aimé a-t-il été chercher l'argument d'une telle histoire, Michel Lécureur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une pièce qui m'a toujours laissé sans mots, qui m'a toujours déconcerté. Marcel Aimé n'a jamais fait de confidence. J'ai trouvé la trace d'une correspondance entre un père jésuite et lui à la suite de Clérambart, et le jésuite le félicite sur la façon dont il a montré la révélation de la foi qui touche ce noble, désargenté au départ, et la manière dont il veut accomplir les paroles de l'Évangile ensuite. Il est félicité, etc. Et puis quelques années après, le père jésuite veut enrôler Marcel Aimé pour écrire dans sa revue. Et Marcel Aimé se défile, lui répond très gentiment. Il lui répond assez longuement, ce qui est rare de sa part. Une lettre de Marcel Aimé d'une page et demie, un feuillet et demi, c'est excessivement rare. Et il prend le temps de lui répondre avant de conclure, mais de toute façon, il y a une raison qui m'empêche de collaborer à votre revue, c'est que je ne suis pas croyant. Oui. Je me souviens de ces lettres. Il a aussi une formule assez jolie dans laquelle il dit « Mon seul problème avec l'Église catholique, c'est Dieu, si je me souviens bien. » Voilà. Donc, il n'est pas croyant, mais je pense quand même qu'il a été tourmenté par les problèmes de foi dans sa jeunesse. Il faut dire que du côté de sa famille, son père était, et vous me corrigerez si je me trompe, assez anticlérical, mais oui. Du côté de la famille de sa mère, qu'il a perdue assez jeune, on était plutôt croyant. Donc il y a aussi une dualité qui se retrouve dans la pièce, qui est malgré tout une charge anticléricale assez nette. C'est exact. C'est exact. Notamment à la fin de la pièce, quand un miracle se produit et qu'il y a seulement un personnage sur scène qui ne voit pas ce qui se passe, c'est le curé du village. C'est quand même assez... Le curé est assez badaud. C'est quand même assez irrévérencieux. La pièce que Marcel Aimé a écrite ensuite et qui a été portée à la scène en 1952, elle s'appelle La tête des autres, et vous nous en avez parlé tout à l'heure. Vous nous avez dit que c'était en la lisant que vous aviez découvert l'œuvre de Marcel Aimé. Elle a remporté un grand succès, mais elle a fait aussi l'objet d'une polémique assez vive. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le contexte et les raisons? Oui, tout à fait. Il faut vous replacer en 1952 dans le contexte de l'époque qui est celui des années d'après-guerre. Et il y a quelques instants, quand Dante de Sarthe a dit que Marcel Aimé s'était tu et n'avait pas beaucoup contre-attaqué quand il avait été critiqué, il faut ajouter quand même qu'il a pris un malin plaisir, un plaisir assez masochiste à mon avis, à prendre à contre-courant, à contre-pied l'opinion majoritaire dans ce pays. Et donc en 45, il a été de la poignée d'auteurs
qui, à l'initiative de François Mauriac, a cherché, avec Jean Anouilh aussi, a cherché à sauver la tête de Brasillac, qui avait écrit « Dans Je suis partout ». Et qui a fini par être condamné à mort. Et qui a été condamné à mort et fusillé. Et Marcel Aimé était ami avec Brasillac. Et il a lutté jusqu'au bout pour sauver sa tête et il a échoué. Il en a conçu beaucoup d'amertume. Et ensuite, vous avez en 49, vous avez un beau-frère, le beau-frère de Brasillac, qui est inquiété parce qu'il a publié quelque chose sur Nuremberg, le procès de Nuremberg. Bon, c'est quelque chose que Aimé ne conçoit pas. Pour lui, c'est la liberté. Donc, il y a toute cette cascade. Brasillac, le bouquin sur le procès de Nuremberg, d'autres prises d'opposition qui font qu'on arrive aux années 50-52. C'est pourquoi j'ai fait ce petit détour, pardonnez-moi. Et La tête des autres, c'est une pièce qui met en doute le bon fonctionnement de la justice. Oui, c'est ça. Il faut dire que La tête des autres s'ouvre par une scène qui campe bien le décor, dans laquelle on voit un magistrat se réjouir d'avoir enfin réussi à faire condamner un homme à mort. Donc c'est une charge très violente contre la peine de mort, on le comprend facilement. Et puis, c'est aussi, enfin, on peut imaginer que ce que Marcel Aimé vise aussi à travers cette pièce, ce sont les tribunaux d'exception d'après-guerre et l'épuration. D'ailleurs, à l'époque, on le lui a reproché vertement. C'est l'objet de la polémique, oui, en fait. François Mauriac, en particulier dans Le Figaro, lui a dit qu'il se vengeait a posteriori. Mais en fait, il n'avait pas accepté non plus, Marcel Aimé, d'avoir, pour un scénario de film vendu à la Continentale, d'avoir reçu un blâme en 46 sans affichage, c'est-à-dire la peine la plus légère qu'on pouvait lui infliger. Mais il trouvait ça injuste. Pour lui, on écrivait quelque chose, on était propriétaire de son œuvre, on a commercialisé, point, un point, c'est tout. Et alors, il a suivi les procès de l'épuration. Il a suivi le procès de Rebatté en particulier. Lucien Rebatté. Et à la fin, Rebatté a confié que Marcel Aimé est venu vers lui, lui qui était dans le box, les accusés, et il lui a dit « Mais Lucien, t'es vraiment fasciste, toi ?» Et l'autre a dit « Oui. » Ah. Et il a eu l'air très surpris, et il a tourné les talons, il n'a rien dit, et il est parti. Parce que pour cet homme, il y avait Marcel Aimé était quelqu'un qui était l'adepte d'une très grande liberté de pensée, très grande liberté d'écriture, très grande liberté d'expression. Et il n'y avait quasiment pas de borne pour lui, malheureusement. Bon. Et c'est pour cette raison qu'il refuse quelques années plus tard la Légion d'honneur. Ah bah oui, il faut être conséquent, il faut être logique, conséquent dans le sens premier de logique, et non pas dans le sens d'important comme on l'utilise maintenant. Pardonnez, c'est le prof de français ça. Non, on lui balance, on lui inflige un blâme sans affichage en 46, et en 49 on le propose pour la Légion d'honneur. Faut être sérieux. Michel Lécureur, il y a un aspect de l'œuvre dont on n'a pas encore beaucoup parlé non plus et qui est quand même assez central, en tout cas dans l'image que beaucoup de gens ont de Marcel Aimé, c'est bien sûr les contes du chat perché. Cette nuit, on entendra une adaptation de La patte du chat. C'est l'un des 17 contes du chat perché et on l'entendra dans une adaptation radiophonique proposée par Catherine de la Clergerie et réalisée par Marguerite Gâteau pour les Histoires du Pince-Oreille en 1996. Comment est-ce que Marcel Aimé en vient à écrire ces contes pour enfants ? J'ai envie de vous répondre, je ne sais pas non plus. On ne sait pas grand-chose avec Marcel Aimé, mais quand même, on a analysé un petit peu la situation. Et alors, dans certains articles de presse parus à l'époque, on a dit qu'il avait écrit ça pour sa petite fille, parce que, en fait, il a épousé une femme, Marie-Antoinette, qui avait déjà une petite fille. Et il a élevé cette jeune personne. Mais les dates de rédaction des contes ne collent pas parce que elle avait le premier apparaît en 34 et elle avait 14 ans déjà en 34 quand paraissent les tout premiers contes du chat perché. Les contes du chat perché sont échelonnés dans leur rédaction et publication jusqu'en 47. Oui, c'est-à-dire que nous on les connaît sous une forme, ils sont toujours édités en entier, mais en fait ça s'étale sur près de une quinzaine d'années à peu près. 15 ans.
Donc Colette, la jeune fille qu'il a élevée, n'était plus en âge de s'intéresser au conte du chat. Elle avait 15 ans et puis après un peu plus, c'était pas trop, je crois, son centre d'intérêt. Et puis quand elle a eu à nouveau une fille, que Marie-Antoinette et Marcel ont élevé à son tour. Les contes étaient publiés depuis longtemps quand Françoise Arnaud est arrivée en âge de lire les contes, c'est-à-dire à 8 ou 10 ans. Elle avait sensiblement le même âge que moi, donc elle avait cet âge des années 48-50. Et les contes, tous étaient publiés. Donc c'est pas pour ça. Bon, alors on peut écarter. Mais quand on regarde la littérature destinée aux enfants de l'époque 1934-1935, on se prend la tête à deux mains parce que c'est d'une niaiserie, c'est d'une bêtise effarante. Et bon, peut-être ici et là, il y a les albums du Père Castor, par exemple, qui sont pas trop mauvais, qui sortent. Mais enfin bon. Et je pense que peut-être parce que Colette, la première des jeunes filles qu'il a vues autour de lui, avait autour d'elle cette littérature destinée aux enfants. Peut-être que l'idée a fait son chemin dans son esprit d'écrire un jour pour les enfants. Est-ce qu'on sait si lui-même était lecteur de la tradition des contes, je sais pas, de Perrault, de Grimm Oui. Ah oui, grand lecteur. Grand lecteur des contes de Perrault, grand lecteur des contes d'Andersen, grand lecteur des contes de Grimm. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ça se sent d'ailleurs dans les contes du Chat perché, parce que quand on lit par exemple l'un des contes les plus connus, dans Le Loup, qui est le premier, qui est aujourd'hui publié en tête des recueils, qui met en scène un loup qui souffre en fait de sa mauvaise réputation, qui a envie d'être réhabilité auprès des petites filles que sont Delphine et Marinette, mais qui n'y arrivent pas tout à fait. Enfin, il finit par céder finalement à ses pulsions. On a l'impression que Marcel Aimé a aussi envie de jouer avec les codes des contes populaires d'avant lui. Voilà. Alors très vite, vous avez abordé le sujet qu'il convient d'aborder pour les contes du Chat perché, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'une littérature pour les enfants. Certes, elle est lue au premier degré par les enfants, mais au second degré, elle s'adresse aux adultes. Oui, Marcel Aimé, lui, n'aimait pas beaucoup qu'on dise que c'était des contes pour enfants. Voilà, c'est ça. Il a dit qu'il avait écrit ça pour les gens de 7 à 75 ans. Oui, 75. Oui. Et puis il y a un côté aussi, il y a une dimension moraliste. En fait, on a l'impression qu'il se situe aussi en les écrivant dans la tradition des grands moralistes, au fond de La Fontaine voilà, et d'autres. Ça. Il se place dans la tradition des grands moralistes, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il veut faire prendre conscience aux parents du côté ridicule, du côté déplacé de certaines de leurs sanctions, de certains de leurs propos, de certaines de leurs exigences, de tout l'arsenal de répression qui est en place à son époque à l'encontre des enfants. Oui, parce que dans les contes, il y a vraiment deux camps, en quelque sorte. Les parents sont extrêmement sévères, c'est des personnages très durs et très peu sympathiques. Et puis de l'autre côté, et on le sent très bien dans La Patte du Chat, il y a Delphine et Marinette, les petites filles qui sont adorables, et les animaux qui sont eux aussi sauvés. J'allais dire qu'il y a même un troisième camp, celui des animaux, qui ne sont pas aussi bêtes qu'on veut bien le croire. Dans le dictionnaire des contemporains du Crapouillot, c'est un texte que vous citez dans l'un de vos ouvrages, Michel Lécureur, un certain Charles Blanchard écrit « Marcel Aimé n'a pas une très haute idée de l'homme. Dans son univers, seuls les enfants, les animaux et quelques privilégiés, presque tous des faibles et des vaincus, sont immaculés. Les autres sont marqués du péché originel. » Mais il ajoute « Marcel Aimé leur laisse une chance de salut et il s'arrange pour qu'ils l'apprennent. » C'est une citation qui résume assez bien tout à fait, qui sa résume vision tout à du fait monde. Le monde de Marcel Aimé. Si vous deviez vous citer le conte que vous préférez parmi les 17, vous diriez lequel ? Oh, moi j'aime bien Les Cygnes. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler c'est très très poétique, c'est les deux petites filles qui entendent un chant, le chant du cygne. Et il leur arrive un certain nombre de péripéties à partir de ce chant qu'elles perçoivent, et ça m'a toujours touché, beaucoup touché.
Dans la première partie de notre entretien tout à l'heure, on était en compagnie de Dante de Sarthe, un réalisateur qui a fait une adaptation du Passe-Muraille. On a un peu parlé du fait que Marcel Aimé que ses textes ont fait l'objet d'énormément d'adaptations au cinéma, mais on n'a pas précisé que lui aussi avait écrit pour le cinéma. De quelle manière est-ce qu'il s'est intéressé au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé par accident ou est-ce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur? Non, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, et ce, dès le début de sa carrière, comme son désir d'être un auteur dramatique, dont nous avons parlé il y a quelques instants. Il s'est intéressé au cinéma dès le début de sa carrière, à un point tel qu'il a rédigé des articles critiques pour la Revue du cinéma, sur les films soviétiques, de propagande soviétique de l'époque. C'est assez amusant à relire. Et puis, il a écrit, j'en ai l'intime conviction, et on peut le démontrer en travaillant sur ses pages d'écriture, il a écrit ses premières œuvres en pensant à des adaptations possibles au cinéma. Ce qui lui est arrivé très vite avec La Rue sans nom, puisque Pierre Chenal a adapté au cinéma La Rue sans nom dès 1932, avec dedans une merveilleuse chanson pour tous ceux qui aiment ce genre, merveilleuse chanson interprétée par Freel. Mais bon, c'est un peu ringard peut-être maintenant. Est-ce que vous diriez qu'il a une écriture cinématographique? Oui, sans conteste. On a l'impression que c'est une caméra qui se déplace. Il y a des plans, il y a des contre-plans, il y a des plans américains, comme on dit, etc. C'est très marqué par le cinéma. Et donc, il a ensuite travaillé comme dialoguiste. J'ai cité il y a quelques instants Crime et Châtiment, mais il a travaillé aussi pour un film Les Mutinés de l'Elseneur, avant la Deuxième Guerre. Il est allé aussi dans les studios de la UFA à Berlin pour les dialogues du Domino Vert, avant-guerre. Et puis pendant la guerre, il a été dialoguiste de Nous les Gosses, film de Louis Daquin. On n'est pas surpris d'apprendre qu'il a été dialoguiste parce que dans ses romans, dans ses nouvelles, on sent qu'il y a un goût très fort du langage oral, du parler populaire, de l'argot, oui. Dans l'archive d'ailleurs qui a ouvert la nuit, dans laquelle on l'entendait parler de son amour pour Montmartre en 1948. On sent que lui-même a un grand plaisir à rendre cette saveur argotique. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ses écrits littéraires. Ah oui, ça, il avait une passion. Il avait une passion pour toute la gamme de styles possibles. Il s'est amusé dans un roman qui est Le Bœuf clandestin, publié avant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est publié à pasticher les faire-part du Figaro pour annoncer un mariage. Et il y a le style mondain, mais il y a aussi le style plus populaire. Il avait une très grande capacité à reproduire le style des uns ou des autres. C'était sa sœur que j'ai connue à une certaine époque, sa sœur aînée de 2 ans, qui a grandi avec lui, Suzanne, qui disait qu'il avait des talents de magnétophone. Il entendait et il ressortait alors l'argot de Montmartre qu'il entendait dans les bistrots où il allait taper le carton, ou bien le langage des metteurs en scène, ou bien le langage des actrices, ou bien le langage des romanciers, parce qu'il a beaucoup, bien sûr, fréquenté la rue Sébastien-Bottin, et il a beaucoup discuté avec Raymond Queneau, il a beaucoup discuté avec Jean Pouillant, etc., etc. Et donc il est allé au cocktail de la NRF après-guerre et tout. Et donc il se taisait beaucoup parce qu'il l'écoutait beaucoup. Pour conclure la nuit, on entendra une nouvelle lue par Françoise Christophe. Elle s'intitule Le vin de Paris et elle est extraite du recueil auquel elle donna son titre, paru en 1947. Ça commence comme l'histoire d'un certain Félicien Guérillo, un vigneron installé dans le pays d'Arbois, qui a le malheur de ne pas aimer le vin. Et puis en cours de route, le narrateur semble se désintéresser de l'histoire, qui l'ennuie, et se met à nous en conter une autre qui se passe, elle, à Paris, et qui est l'histoire d'Étienne Duvillers, qui a le malheur, lui, d'aimer trop le vin. Cette rupture de ton en cours
parcours de récit, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant et d'assez caractéristique du style de Marcel Aimé, qui se permettait des ruptures comme ça assez fortes. Oui, alors Le vin de Paris, c'est un texte d'après-guerre. Pardonnez-moi, je remets toujours la perspective historique parce que elle permet de comprendre beaucoup de choses, au-delà d'autres interprétations qui ont aussi leur raison d'être. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est un texte de 1947-48, je crois. Et donc, c'est un moment où il est en pleine possession de sa technique romanesque. Et comme il a joué avec la notion d'espace dans le Passe-Muraille, il a joué avec la notion de temps dans le décret, et d'autres nouvelles d'ailleurs. Et là, il joue avec la technique romanesque. Mais vous savez qu'il faut bien posséder son art pour se permettre ce genre de jeu. Et il va continuer à le faire parce que son dernier roman, qui date de 1960, sera en fait à mon sens, une parodie du nouveau roman à la mode à cette époque, de romans faits de briques et de broc empruntés, ceci, cela. Et il multiplie les angles d'approche des sujets. Et c'est très curieux. Et il a laissé dans ses papiers, alors là, une ébauche de romans que j'ai eu tout le loisir de consulter parce que c'était du temps où Marie-Antoinette Aimé était encore vivante et j'ai pu, grâce à elle et à Françoise Arnaud, consulter tranquillement tout ce qu'elle possédait comme papier, comme archive. Il a commencé un dernier roman qu'on a publié dans les cahiers Marcel Aimé, de la Société des Amis, que j'ai intitulé Denise, du nom de l'héroïne de l'histoire, et qui est un roman dans lequel un personnage dont on ne connaît pas le nom, comme tout à l'heure on n'a pas le prénom de Dutilleul, et qui parle à un malade allongé sur un lit d'hôpital et qui ne peut répondre que par les yeux, que par des mouvements de paupières. Vous savez que quand on est romancier ou quand on rédige des histoires, se lancer dans ce genre de situation, c'est déjà quelque chose de très difficile. Et il en a écrit une 30aine de pages, mais malheureusement, il n'a pas terminé. Dans la deuxième partie de cette nuit spéciale consacrée à Marcel Aimé, pour notre part, on écoutera donc la pièce de théâtre Clérambart dans un enregistrement proposé par le Théâtre Populaire de juin 44 avec Jacques Duménil dans le rôle titre, qui avait été diffusé pour la première fois en mars 1961. On écoutera La patte du chat, l'un des 17 contes du chat perché dans une émission de septembre 1996. Et enfin, on se quittera donc avec Le vin de Paris, lu par Françoise Christophe dans l'émission de Patrice Galbaud, Bonne nouvelle, grand comédien, en septembre 1970. Quant à nous, Michel Lécureur, on se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit. À tout à l'heure.